le seul moyen de revendication qui existait pour nous autres. C'était de faire valoir nos points de vue, puis c'était la grève qui était unique à nous autres, même si on n'avait pas eu l'intervention du gouvernement en notre faveur. On se disait, bon, à ce moment-là, on va se mettre en grève, on n'a rien à perdre. On était quand même 750 travailleurs dans ce temps-là. Et les 750 travailleurs sont sortis en bloc? Oui, en bloc. Il y a des journalistes à l'époque qui ont écrit que, dans le fond, la grève de Murdochville a véritablement donné le signal à ce qu'on a appelé la Révolution tranquille au Québec. C'est ça. C'est ça. Les mineurs de Murdochville qui ont déclenché la grève en 1957 ont peut-être perdu leurs illusions et leurs combats au terme d'un bras de fer très violent avec la Noranda. Mais dans le cours de notre histoire, ce conflit aura été un point tournant décisif pour la reconnaissance et le respect des droits des travailleurs. Ces grévistes ont été à leur manière des pionniers de la syndicalisation au Québec. Ils sont rares, les témoins qui ont vécu la grève de Murdochville en 1957. Ça fait quand même plusieurs années. Mais on a la chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Monsieur Aucoeur, merci de nous permettre justement d'approfondir ce sujet-là. Vous êtes arrivé à Murdochville bien avant la grève. À quel âge êtes-vous arrivé à Murdochville? À 17 ans. Ah oui? Je m'ai fait passer pour 18 pour être sûr que j'aurais eu un travail là. Il ne faut pas se replacer dans le contexte de l'époque, évidemment. La Noranda, qui était donc la compagnie qui exploitait la mine, c'était des anglophones. D'ailleurs, le nom de Murdochville vient de M. Murdoch, qui était le président de Noranda Mine à ce moment-là. Tout est anglais là-bas. C'était M. de Lazare avec un grand chapeau de capitaine qui est venu m'interviewer. Puis il m'a dit « What is your name? » Mais moi, j'ai rien compris de qu'est-ce que c'est qu'il y avait. Demandé, tout ce que j'avais en tête, c'était mon âge qui m'intéressait. J'ai dit « My age, 18. » Votre nom, c'est 18 ans. Ça fait... Il a dit « That's okay. The best man for working here. » Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Êtes-vous descendu? Au début, on m'a mis dans la... Il y avait une cour à bois, parce qu'ils recevaient beaucoup de bois de mine. Ils m'ont mis en cour à bois, puis ils m'ont mis 2 hommes avec moi, puis ils m'ont dit « Tu vas t'occuper d'eux autres d'aller cacher le bois. » Puis il dit « Entre-temps, il va rentrer des camions de ciment. Vous allez avoir à décharger de ciment. » Donc, ils allaient faire du travail de cour. Vous étiez en surface à ce moment-là? En surface. J'ai fait ça pendant une durée jusqu'à la grève. En 57? En 57. J'ai fait à peu près une douzaine d'années. J'ai fait 14 ans dans la mine. J'ai fait 12 ans que j'étais sur les machines pour driller. On drillait jusqu'à 85 pieds d'eau dans nos machines. OK. Puis j'ai vu que j'avais trop mal des genoux parce que l'humidité m'a été affectée. Puis il fallait que je sorte de là. Mais dans les 2 dernières années, j'ai demandé de changer de travaux, puis ils m'ont donné de faire être dynamiteur. Alors, j'ai pris la job d'être dynamiteur. On faisait des gros dynamitages sous terre. Je pense que le plus gros, c'est moi qui l'avais fait, là. Puis j'étais tout seul dans la mine dans ce qu'on faisait de dynamitage. Comment ça se passe quand on est dynamiteur? Ah, mon Dieu, on avait dynamité, je pense, encore une 30aine de tonnes de dynamite. Faites les trous, évidemment. C'était des trous de 6 pouces dans ce temps-là. Et on avait fait un essai, puis on avait dévié les piliers, puis on avait essayé un dynamitage de même. Puis quand j'ai dynamité ça, moi, je peux vous dire, j'ai levé de terre, là, puis je m'ai promené à une dizaine de minutes dans les courants d'air. Les portes, il y avait des grosses portes de la rampe qui étaient en acier, là. Ça avait tout arraché. Ça avait sonné jusqu'à des bureaux en haut. Puis je m'en ai sorti de tout ça. Pas décrocher une arrière tout. C'est un métier dangereux que celui-là. C'était dangereux. C'était toute une expérience. Mais ils n'ont jamais tenté l'autre d'en faire la fois ça. Monsieur Aucoeur, on est dans le centre-ville de Murdochville. Évidemment, j'imagine que ça a changé un tantinet, là, depuis le moment. Vous êtes arrivé ici dans les années 50. Moi, j'ai arrivé en 55. Mais la mine, ils ont commencé à faire les ouvertures de la mine en 53. Voilà.
Ben, en 54-55, les constructions étaient déjà commencées. Parce qu'ils voulaient recevoir du monde, venir travailler ici, il fallait leur faire des places Il pour fallait rester. loger ces gens-là, construire ces maisons-là, je présume? Ouais. Ou... Ben, ils ont commencé la construction des maisons, puis ils ont fait d'autres maisons qui étaient plus grandes. Oui. Ils appelaient ça des maisons X, des maisons A. C'était deux appartements avec des 4,5, c'était plus grand. Il y avait des 3,5. Il y avait différentes grosseurs de même, puis ça, ils louaient ça. C'était pas cher dans le temps. Je pense que moi, je payais pour une maison X 28 $. Par mois. Il y avait du monde dans ce temps-là. Évidemment, c'était un chantier ici, là. Ben, moi, en 55, quand j'ai rentré ici, là, c'était déjà autour de 600-700 qui travaillaient. Oui. Oui, c'était du monde. Après ça, la Crowley McCracken est venue s'installer avec des camps pour recevoir les personnes qui étaient seules qui pouvaient rester là. C'est un peu à l'écart, c'est un peu... Oui, c'était plus bas, ça, au-dessus de la montagne. OK. J'ai resté là quand même 5-6 ans, moi, avant de m'établir ici de la ville. Ouais. C'est une ville fermée ici. C'est une ville fermée. Ça appartenait à Noranda dans le temps. Puis c'était fermé, puis tout était sous le contrôle de Noranda en soi. Ouais. Il y avait des barrières à chaque côté pour entrer ici dans la ville. Ah bon? C'était des vérifications pour chaque auto qui passait. N'importe qui venait pas ici non plus, tu sais. Puis c'était une ville pas mal anglophone. Ouais. Mais étant donné qu'ils étaient obligés d'alimenter la mine quand même avec des francophones, ils n'avaient pas d'autres alternatives que de les accueillir, mais il fallait tout faire nos rapports en anglais pareil. Parlez-nous du travail, des horaires de travail aussi. C'était exigeant physiquement. Les conditions étaient loin d'être roses. Il y avait une surveillance constante là-bas. On ne te laissait pas aller. Tu ne pouvais pas flâner, tu ne pouvais pas faire rien. C'était un petit peu un régime militaire qu'on avait. Donc, on s'est habitué à ça, mais on voulait tellement travailler qu'on était prêt à accepter n'importe quoi. Puis, on était toutes de grandes familles assez. Oui. Puis, on voulait emporter un petit peu de revenus à la maison. Oui. Donc, à ce moment-là, on se sacrifiait en soi. Les heures de travail, s'étendaient... Les autres, c'était de 7 heures à 5 heures le soir, 6 jours par semaine. Pardon. C'était exigeant. Oui. Bien, étant jeune, on a des capacités pour le faire. Ça fait, Et le salaire, est-ce qu'on peut... vous vous souvenez du montant que vous gagniez? Oui, je gagnais 55 cents de l'heure sur ces années-là pendant les 3 premières années. Jusqu'après, en 56, on a commencé à faire de l'organisation syndicale. On s'en vient donc à la grève tranquillement. Il n'y avait pas de syndicat, là, non, depuis le début. Dans ce temps-là, là, c'était sur plancher, à un moment donné, qu'on fait une organisation. J'ai pas tellement joué dans ce rôle-là au début, mais par contre, c'était Théo Gagné qui était le président. Parce que mais c'est un syndicat. On ne trouvait pas de président au début là, pour faire cette formation-là, parce qu'il a fallu faire un genre de structure, comité, qui allait prendre la charge de tout ça, parce qu'il fallait quand même c'était bien fait pour présenter à la Commission des relations ouvrières du Québec. Est-ce que les métallos sont dans le décor à ce moment-là? Ils étaient dans le décor, mais les autres, ils sont gardés pas mal... En retrait un peu. Ben oui, parce qu'ils ont pris quelques individus qui ont commencé à faire signer les cartes. OK. Mais ça s'est fait rapidement, parce qu'il y avait une majorité de 85 qui a embarqué tout de suite dans ça. Donc là, vous aviez la structure, les structures syndicales existaient, commençaient à exister. Il y avait une période de temps allouée pour faire la présentation au niveau de la Commission des relations ouvrières. Pour avoir l'accréditation. Pour avoir l'accréditation. Puis quand l'accréditation a été demandée, elle a été refusée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le temps que Duplessis était là, avec la compagnie qui était gênée pas mal avec, ben, ça a passé à un moment donné qu'il n'en voulait pas de syndicalistes au Québec. Voilà. Duplessis avait peur de ça, lui aussi, syndicaliste. Et les métallos, c'était quand même un syndicat avec des racines américaines, hein, du côté américain. Oui, l'autre, il était américain, puis il disait à un moment donné c'était communiste, etc. Puis ils ont mêlé le clergé à ça, puis en fin de compte, il y avait un paquet de gens qui étaient contre ça, c'était du communisme. Ouais. Et il se passait de ça d'histoire, puis la compagnie a créé un syndicat de boutique. De boutique? De boutique, okay. avec le bureau, avec le personnel du bureau. Puis, ils ont signé une convention collective à la vedette. Il y avait à peu près comme 400 pages, c'est tout, là. Puis, ils ont livré ça, puis ils ont dit les métallos, puis l'affaire ici, parce qu'il y a une convention avec une association de boutique. J'ai un extrait ici de votre convention collective. On dit
La compagnie se réserve le droit exclusif, soit sans aucune entrave, d'embaucher, de congédier, de classifier, de permuter, de promouvoir, de descendre en grade, renvoyer, suspendre ou discipliner les employés. C'était dans la convention collective, ça. Oui. C'est inimaginable de nos jours. Je crois que je l'ai encore à la maison, cette convention-là. Puis, dans tout ça, tout ce qui était des clauses, c'était tout quelque chose qui est en faveur de la compagnie. Oui. Autrement dit, on te faisait taire. Moi, j'avais toujours eu en mémoire le fait qu'ils m'ont fait parler en anglais pour avoir un job. Je trouvais ça tellement humiliant que j'ai dit un jour, on va parler en français ici. Les ordres vont se donner en français. Tout va se donner en français, puis tout va se faire en français. Un beau programme. Alors, j'ai resté avec ce programme-là tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites enough is enough, assez c'est assez, on déclenche la grève? Vous n'avez pas le droit de déclencher la grève à ce moment-là. Vous l'avez fait en 1957, au mois de mars 1957. 1957. Pourquoi? Ben là, c'était le seul moyen de revendication qui existait pour nous autres. C'était illégal, entre parenthèses? Elle est devenue illégale dû au fait qu'il y avait une convention de signer. Oui. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de la grève? Qu'est-ce qui a fait que les gars, du jour au lendemain, ont dit non? C'était le congédiement de Théo. Le président Quand du syndicat. on a congédié Théo, puis on a dit qu'on avait un autre 125, bien, tous ceux qui ont fait les bas du syndicat de Matalo, Attendez, ben, il y a en grève. Ils ont congédié le président du syndicat, Théo, puis ils voulaient en congédier 125 125 autres. Ça fait, moi, j'étais dans la gang avec eux autres. Tout ce que c'est qu'il y avait roulé autour du bureau dans ce temps-là, ils ont déjà tous les noms. C'était déjà tout établi, la liste. Alors, addition, on ne fait pas, on se fait mettre dehors pareil. De toute Ça façon. va aussi bien d'y aller tout de suite. On était quand même 750 travailleurs dans ce temps-là. Là. C'était du monde. Et les 750 travailleurs sont sortis en bloc? Oui, en bloc. On a tout sorti, on a fermé les portes, on s'est installé une tente, puis là, on a fait jouer à Wignan pour les écurer comme il faut. Bien, il y a eu des moments là, dramatiques là, quand même. Hein? Bon, les interventions des fiers à bras, là, il y a eu du brasse camarade, forcément, même des explosions de dynamite, un mort. Contez-moi ça là, un peu. Dans la question du dynamitage qu'ils ont fait, bon, c'est pas si c'était des gens qui étaient manque d'expérience de le faire. Un électricien qui va placer des bâtons de dynamite fait partir le coup, là. Ouais. Connaît pas bien ça, puis c'est l'autre qui est mineur qui est en arrière. Ils ont pensé que faire un bon coup en faisant sauter la tenue de dame, c'était pas loin d'ici. Là. Il y avait un gros tuyau là, où les déchets s'en allaient à Dompe là-bas. Donc, c'est un moyen de pression de la part des grévistes. Là. Ben oui, parce qu'ils ont s'est retourné contre eux. Ils ont fait commencer à travailler. Oui, oui. Puis, ça a rené, ce tuyau-là. Ça fait, ils ont dit, on va le buster. Ouais. Puis là, le coup de dynamite, il n'est pas parti. Ça fait... Bernard Chouet était allé voir. Il est allé voir qu'est-ce que c'est qu'il y avait, puis quand il est arrivé, ben, le coup a parti. Mais il y a eu aussi d'autres moments éprouvants, si j'ose dire, le saccage du bureau du syndicat. Oui, le saccage. Avez-vous été témoin de ça? Ah, ben oui, j'étais dans le bureau quand j'ai vu l'équipe descendre. Ça descendait, c'était une armée, tu sais. Un affrontement qui s'en vient, mon vieux, puis qui crie, puis qui hurle, puis qui chavire les chars, puis... Tu sais, tu vois tout ça venir, là. Ben, les gars ont dit, sortons-nous d'ici parce qu'ils vont détruire le bureau. J'ai été le dernier à sortir de là. J'ai sorti de là, moi, à la course, puis je me suis graffé en arrière du char pour qu'ils me traînent un bout, puis ils m'ont fait embarquer. Parce que j'étais le dernier. Ils ont vidé le bureau, ils ont jeté tous les ordinateurs, ils ont tout envoyé ça en travers des vitres, puis ils ont tout saccagé ce qu'il y avait là. C'était qui, eux autres? C'était les SCAP. Les SCAP. C'est les anti-grévistes. Voilà. Ça s'est déroulé de même là, pour une grosse partie. Après ça, il y a eu la grosse manifestation qu'il y a eu, qu'on avait monté faire un piquetage. Qui était là? Comment ça s'est organisé? Oh mon Dieu Seigneur, il y avait des grands... Il y avait Marchand. Marchand était là. Il y avait Marchand. Il y avait tous les représentants. Il y avait Laberge, Charbonneau. Les grands chefs syndicaux. Ils étaient tous là, eux autres, parce qu'ils savouraient, eux autres aussi, cette entente-là qu'on devait faire. Absolument. Mais ils ont été malheureux de tout ça. Ils ont fait massacrer le char, ça a viré. Ils ont sacré Encore là, il y a eu de la gravure. Du brasse camarade. C'était rough.
La grève a pris fin pour une raison. Bon, on va jouer de rendre les armes autour du mois de septembre, puis se retirer. Vous étiez rendu au bout du rouleau à ce moment-là? On était rendu au bout du rouleau, puis là, on avait des accusations, il fallait aller en procès, puis ça s'est déroulé dans les années suivantes. En procès, ça a coûté quoi? 2-3 millions, 2 millions quelque chose au syndicat pour s'en sortir de tout ça. Noranda, en fait, Gaspéca exigeait des compensations. Des compensations. Ça a été jusqu'à quelques millions de dollars. Donc, après la grève, forcément, vous rentrez à l'automne 1957, vous vous rendez compte que, bon, ça ne sert à rien. Vous acceptez de retourner au travail malgré des conditions inacceptables, complètement. Avant de parler de la suite, qu'est-ce qui arrive avec les travailleurs? Est-ce que tout le monde est réengagé à ce moment-là? Il en reste combien? On a environ 105 ou 110 qui a été rappelés au travail. La balance, là, ils ont trouvé du travail à l'extérieur dans d'autres mines. Le plus fort, ça a été pas mal dans l'Ontario. OK. Donc, c'est un petit nombre par rapport au groupe que vous étiez au début de la grève. Hein? La difficulté qu'on a rencontrée, moi, je sais que dans la mine, quand j'ai rentré là, comme de raison, je prenais le job du plus haut chez Drill dans ce temps-là. Puis là, on était payé 1,60 $. C'était un petit peu différent. Mais dans la lunchroom, bon, on a divisé les groupes. Les scabs mangeaient dans un coin, et les grévistes mangeaient dans l'autre. On était à peu près 7 à 8 grévistes, puis les autres étaient une vingtaine de scabs. Au retour, ça, là, Au retour. Ouf, ça devait être assez tendu. C'est stressant. On ne pouvait pas le parler. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de colère. Est-ce que vous avez joué un rôle pour essayer, vous, d'apaiser la colère des uns? Oui, j'ai essayé plus de me marier aux autres, parce que moi, j'ai rentré dans le syndicat de boutique pour essayer de connaître davantage, avoir un autre parole, pour essayer de connaître des trucs. Comment qu'on pouvait faire une organisation, là, sans trop qu'on se fasse connaître dans tout ça. OK. Là, dans le fond, vous rentrez, vous adhérez au syndicat de boutique, mais vous avez toujours les métallos, là, pas loin, là. Vous êtes l'agent des métallos, on va se le dire. Oui, c'était ça. C'était carrément ça. Puis votre mandat, c'était de convaincre les scabs de passer du côté des métallos. Le temps, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. Monsieur Oka, on est devant le centre d'interprétation du cuivre de Murdockville. Et ici, il y a une plaque qui est très révélatrice. Hein? La section locale 6086 des métallos FTQ, après 12 ans de lutte, de courage et de détermination 1953-65, recevait son accréditation le 24 septembre 1965. C'est vous, ça? Oui, c'est à cause je me de vous, souviens là. très bien de tout ça. Moi, j'ai commencé à travailler dans le syndicat ici après en 57, après la grève 57. Ça m'a permis, moi, de pouvoir travailler autour de tout ça pendant 6 ans pour aller convaincre ce qui était scab dans le temps. Que moi, je disais pas que c'était des scabs, je disais c'était des gens innocents de qu'est-ce que c'est qu'ils allaient faire. Ils n'étaient pas conscients d'une certaine manière. Pas conscients, parce que c'était des pères de famille en même temps. Mais j'étais dominé à dire, moi, qu'à un moment donné, on les honore pareil. Puis on dit, bon, vous avez fait un bon travail, j'avais tenu la mine ouverte durant toute cette période-là. Alors, nous autres, on va continuer. Alors, les scabs de l'époque, ceux contre qui vous aviez évidemment du ressentiment, vous les avez amadoués au point où ils ont signé des cartes, puisque vous n'avez pas pu obtenir lors de la grève en 57, vous l'avez obtenu en 65. Il a fallu, à ce moment-là, en 66, j'ai pris une agence de produits Raleigh. Avec cette agence-là, ça m'a permis de passer et faire le tour de la ville. Vendiez des produits, une fois par mois. Ouais. J'avais une pharmacie dans ça. Ça fait étonner, c'était des produits que tous les gens cohabitaient avec. Je n'avais pas de misère à en passer. Les premiers 5-6 mois, je n'ai pas fait d'allusion que je faisais la campagne pour les métallos. Par contre, j'ai commencé à déposer mes cartes sur le dessus de ma caisse. Puis partout que j'avais une conviction que les gens m'auraient bien accepté, bien, ils voyaient ça puis ils disaient, c'est quoi ça? Bien, ça, c'est pour la future campagne syndicale. Quand vous serez prêt, vous m'en signez une. On fait ça en toute lucidité, puis confidentiel. Personne ne les voit, acceptez-moi. Puis j'ai dit, je vais garder ça d'un cas jusqu'à temps qu'on va déposer ça devant la Commission des relations ouvrières du Québec. En résumé, vous continuiez de travailler à Murdockville, mais vous étiez vendeur itinérant. C'était votre couverture pour vendre des cartes. En fait, pour obtenir plus d'adhésion aux métallos. J'ai été en chercher suffisamment.
que quand on a déposé, on avait déjà une majorité de 14-15. Ouais. Ça a été la victoire du syndicat de cette année-là. Là. Ouais. Après qu'on ait eu reconnaissance, qu'on a signé notre première convention collective, on m'a demandé pour être président du syndicat. J'ai refusé. J'ai dit, moi, mon rôle, c'est d'être président du comité de grief. Et je vais prendre cette tâche-là parce que je veux défendre les travailleurs à juste mesure parce qu'ils le méritent. Quand les métallos sont entrés par la porte, la grande porte, mais difficilement, la compagnie a réagi de quelle manière? Elle n'avait plus le choix, d'une certaine manière. Est-ce que les ponts se sont rétablis de manière correcte? Elle s'est rétablie parce que les staffs ont changé. Ils ont changé du personnel. Les cadres? Les Anglais ont disparu de là. Ah. Les rapports ont commencé à se faire en 2 langues. On a commencé à travailler dans nos langues et dans soi. Puis, on avait des contremaîtres qui étaient en français. Puis, on commencé à engager des contremaîtres qui venaient du syndicat. Parce que les autres, à chaque fois qu'ils voyaient qu'un gars s'occupait du syndicat, ils offraient de lui mettre un chapeau blanc sur la tête. Hein? On vous l'a offert, ça, je pense. On me l'a offert. On l'a offert à plusieurs reprises, puis je l'ai toujours refusé. La mine est fermée maintenant. Murdochville a failli disparaître, mais quand même résiste toujours. Il s'est trouvé de nouvelles vocations du côté de l'écotourisme et tout ça, du tourisme d'hiver surtout. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous regardez ça, la situation, la fermeture? Comment vous l'avez vécu? Oh, la fermeture a fait mal. Elle a fait mal, pas un qu'aux travailleurs, elle a fait mal à l'entourage gaspésien. On a levé notre gagne-pain, dans le fond, tu sais. Puis, je crois que moi, quand j'ai parti de là en 1976, je savais que la mine a réformé, on disait 2 jours avant, même 95. Ouais. Les gens ne le croyaient pas, là, mais c'était prévu que 95, 90, 95, qu'elle allait fermer. Moi, quand je voyageais souvent, je montais, parce que ma maison était à peu près à 150 km de là, je montais toutes les fins de semaine parce que j'ai déménagé ma famille pour être sûr que je me rende de là. Puis j'ai parti à une épicerie pour que ma femme s'en occupe. Parce que moi, j'étais sur la liste noire au niveau canadien, au niveau syndical. J'avais plus de job à nulle part. J'ai dit, maman, crée une. Ça fait là, j'ai parti, puis je me créais des travaux. J'ai eu 8 hommes qui travaillaient pour moi. Vous étiez sur la blacklist comme ça. Oh, le mouton noir sur la blacklist, du syndicalisme au Québec. Je peux te dire que ça m'avait servi parce que mes employés qui ont travaillé avec moi... Sur la ferme? Je suis à la ferme. Je suis à la neige l'hiver. J'ai donné le même traitement que j'aurais voulu avoir à Murdochville. Il n'y avait pas de syndicat, eux? J'aurais pas besoin de syndicat. Émile Boudreau était venu me voir, puis il avait passé une semaine chez moi, puis il disait « T'aurais jamais besoin de syndicaliste. » Hey? Vous avez une tête solide, une belle tête, mon cher monsieur. Je continue de faire du syndicalisme, moi, là. J'ai pas arrêté. Ça fait 62 ans, j'en fais. Je suis administrateur au niveau du syndicat de producteurs de bois. Puis je suis comité exécutif, ça doit faire une 15aine d'années. Je vous souhaite une excellente continuité. Merci beaucoup, ça a été très intéressant. C'est vraiment un pan de notre histoire que vous nous avez livré, là. Très, très privilégié d'avoir eu cette discussion avec vous. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait chaud au cœur. Je dis encore une fois, on a toujours des récompenses. Cette là, c'en est une. Merci beaucoup. Merci. Merci.